Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce cours spécial révision pour l'examen de la semaine prochaine. Donc, mon nom c'est Idir Betani et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le document de révision et sur quelques trucs pour que vous puissiez passer et bien faire votre examen du 21 avril. D'abord et avant tout, remerciement spécial à Madame Lynn et Madame Élisée, sans qui ces vidéos ne seraient pas possibles. Donc, avant d'aller sur le document de révision, je tenais à vous présenter d'abord le site web de Madame Lynn, qui est l'autre enseignante en secondaire 4. C'est vraiment un site web qui s'appelle la boîte à outils. Je vous ai mis l'adresse en fait. Donc, ce document-là, en fait, ce lien Google, c'est ça que je vais partager sur Classroom. Vous allez retrouver le site web de Madame Lynn, qui est vraiment un site incroyable qui vous facilite la tâche. Vous allez avoir mes documents de révision et vous allez avoir le lien ici pour les vidéos YouTube. Donc, il va falloir obligatoirement que vous passez par les liens vidéo parce que je vais les publier en non répertorié. Donc, elles ne seront pas publiques. Vous devez absolument passer par les liens ici pour pouvoir avoir accès, pardon, à ces vidéos. Donc, le site web de Madame Lynn, excellent site web, la boîte à outils de Madame Lynn. Donc, vous venez ici, par exemple, en histoire de secondaire 4, et en fait, ce qu'elle vous a fait, c'est qu'elle vous regroupe donc les trois périodes, en fait, les quatre périodes du programme, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les trois périodes ici. Et donc, chacune des périodes correspond à plusieurs vidéos sont subdivisées. Donc, vous avez l'acte d'union, des vidéos d'alloprof, de récits. Donc, elle vous économise tout le travail de recherche. C'est déjà très bien organisé. Donc, je vous le recommande très fortement si vous voulez approfondir vos connaissances, puis surtout, en fait, avoir une meilleure idée parce que, évidemment, les vidéos sont toujours un moyen très efficace pour apprendre. Donc, par exemple, elle, sur l'acte de l'Amérique du Nord britannique, sur l'acte de l'Union, tout ça, etc., etc. Donc, c'est subdivisé, c'est déjà fait pour vous. Et en plus de ça, chose qui peut vous servir partout, vous avez des techniques de prise de notes, différentes méthodes, etc., etc. Donc, je vous laisse la liberté de explorer ce site web vraiment incroyable. Ensuite, donc, voici ma version du document de révision. Donc, en gros, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer uniquement sur ce qui est en rose, donc ce qui est susceptible d'être à l'examen. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait des versions où est-ce que je passais sur toute la matière, puis de un, je trouvais que c'était trop long. Et de deux, écoutez, hein, faut bien vous laisser travailler un peu hein, quand même. Donc, je vais passer, moi, personnellement, sur ce qui est en rose. Je ne vais pas simplement me contenter de lire. Je vais évidemment vous donner du contexte et tout. Donc, de quoi que vous puissiez avoir les éléments. Et je pense que comme ça sera plus efficace. Mon objectif, c'est de faire 10 pages par 10 pages. Donc, aujourd'hui, on va faire les 10 premières pages, le contenu en rose. Et probablement demain, évidemment, avant l'examen, les 3 vidéos seront sorties. Donc, c'est pas mal ça. Alors, c'est parti. Donc, l'histoire du Québec et du Canada, quatrième secondaire. Donc, on a ici l'acte d'union. Acte d'union qui correspond en fait à la fusion du Haut et du Bas Canada. Donc, on va venir ici. Donc, Haut et Bas Canada. Une petite carte, s'il vous plaît. Donc, on va prendre une carte, je sais pas moi, 1839. OK, on va prendre ça ici, copier l'image et on va la mettre ici. Donc, il faut comprendre la disposition de l'époque. Alors, évidemment, auparavant, c'était la Nouvelle-France. La Nouvelle-France sera perdue. La Nouvelle-France des Français sera perdue aux mains des Anglais, qui donc vont reformer un petit peu le Canada. Donc, on aura le Bas-Canada, ne pas confondre, c'est pas parce que ça s'appelle le Bas-Canada que c'est en bas, en fait, c'est toute cette partie-là du territoire en bleu, et le Haut-Canada qui est en vert.
Donc, le Bas-Canada est très, très fortement dominé par la population francophone et le Haut-Canada, à l'inverse, est beaucoup plus anglophone. Et il faut comprendre qu'il y a beaucoup de tensions à cette époque-là pour plusieurs raisons. Une des raisons, notamment, c'est la façon dont le système politique est fait. Donc, à cette époque-là, le système politique gouvernemental va comme ça. Donc, vous avez le roi et le Parlement britannique qui sont en Angleterre, tranquille, ils ne se cassent pas la tête. Et ils vont appointer donc le roi via le Parlement britannique, mais principalement le roi va impliquer un gouverneur général. Donc, le gouverneur général, la ligne ici, c'est ce qui sépare l'Angleterre de la colonie. Donc, ça veut dire que le roi et le Parlement britannique sont au Royaume-Uni et à partir du gouverneur général, on est au territoire nord-américain. Donc, ce gouverneur général va appointer un lieutenant-gouverneur et un représentant de gouverneur général. Et ces derniers, en fait, c'est eux qui vont décider. Pourquoi on en a deux ici, en fait? Parce qu'on a le Haut-Canada et le Bas-Canada. Et c'est ces deux personnes-là qui vont nommer le conseil exécutif et le conseil législatif. Donc, je vous rappelle, le conseil exécutif, c'est le conseil qui va proposer les lois. Et le conseil législatif, ben, c'est eux qui votent les lois. Et tout en bas de l'échelle, on a donc la population du Bas-Canada, la population du Haut-Canada, qui vont élire chacun 42 députés. Donc, dans chaque chambre d'assemblée, vous avez 42 députés chacun. Le problème, c'est que ces 42 députés n'ont aucun pouvoir sur le conseil exécutif ou le conseil législatif. Ce n'est pas eux, donc qui représentent réellement la population, qui vont choisir qui vote les lois. C'est le gouverneur à travers ses deux représentants et son lieutenant. Donc, ça veut dire en fait que la démocratie, ben, elle est un petit peu, elle est truquée, quoi. Parce que si tu as ici, dans les deux clans, c'est eux qui décident les lois, c'est eux qui votent les lois, et dans les deux cas, ben, c'est le représentant du gouverneur qui, lui, représente le roi et donc ses intérêts, eh ben, évidemment, vous allez avoir une différence de traitement. Ce n'est pas vraiment très, très démocratique, hein. On rappelle que la démocratie, c'est que c'est le peuple qui décide à travers ses députés. Et donc là, en l'occurrence, ben, la population n'a pas vraiment de pouvoir. Donc ça, déjà, c'est un des principaux points de conflit. Ensuite, ben, au Bas-Canada, comme je vous ai dit, c'est majoritairement francophone, donc français. Donc, on veut avoir une espèce de gouvernement responsable. Donc, on veut pouvoir s'auto-gérer parce qu'évidemment, le Bas-Canada est différent du reste du territoire britannique. Il va y avoir donc la rébellion des Patriotes. Là, avant qu'il y ait vraiment une rébellion armée, les Patriotes, en fait, donc c'est des gens qui ont un patriotisme, donc euh, qui veulent une certaine amélioration de leurs conditions de vie, etc., que ce soit au niveau politique. Il y a aussi des crises des mauvaises récoltes, en fait, qui font en sorte donc que les gens ont faim, la famine se rapproche. Et donc, ils vont envoyer les 92 recommandations. Donc, les 92 recommandations pour... excusez-moi. Merci pour l'attente. Donc, ce que je disais, c'était justement qu'il va y avoir des conflits et le Bas-Canada donc, les Patriotes vont envoyer les 92 recommandations au Royaume-Uni. Dans le fond, c'est comme un petit peu des demandes. Ils vont tout être refusés. Et ça va provoquer la colère, évidemment, des Patriotes qui vont se rébeller. Pardon. Donc, ces patriotes-là vont se rebeller contre le gouvernement britannique. Ils vont avoir des petites victoires au début, mais le résultat final est une défaite des patriotes. Cependant, le gouvernement britannique n'est pas sourd, donc ils vont envoyer Lord Durham, qui est en quelque sorte un autre gouverneur, et ce dernier va faire un rapport. Donc, il va étudier le cas
et il va sortir un rapport qui s'appelle le rapport Duran. Et dans le fond, il va recommander deux choses. Numéro un, qu'on mette un gouvernement responsable au Québec, pardon, au Bas-Canada, chose qui va être rejetée immédiatement. Mais numéro deux, qui est ce qu'ils vont retenir, c'est qu'on va fusionner le Haut et le Bas-Canada. Donc, le territoire du Haut et du Bas-Canada sera fusionné pour en faire un seul. OK. Maintenant, on descend. Donc, en 1840, on a l'acte d'union. Donc, une union de type législatif. Donc, changement au niveau du territoire. Donc, le Haut et le Bas-Canada deviendront le Canada uni. Et au niveau de la politique, on ne se retrouve plus avec deux chambres d'assemblée, mais avec une seule. Donc, on a une seule chambre d'assemblée où est-ce qu'il y a 84 députés dans le fond. Euh, donc, un seul conseil exécutif et une seule chambre d'assemblée pour les deux Canada. Donc, on fusionne les institutions. Et aussi, en fusionnant les deux Canada, donc les deux morceaux, on n'en fait qu'un seul. Donc, la langue anglaise devient la seule langue officielle. Donc, que ce soit en termes de communication, en termes d'écrit, et évidemment, ça va poser problème pour les francophones. Cependant, il y a des choses qui ne changent pas. Donc, le gouverneur général, lui ici, il a ce qu'on appelle un droit de veto. Donc, en fait, peu importe les lois qui passent ici, déjà que ces personnes-là, à la base, sont votées, sont nommées par le représentant du gouverneur général et le lieutenant-gouverneur qui, lui, est nommé par le gouverneur général. En plus, lui, ce gars-là, il a le droit de veto. Le droit de veto, ça veut dire que n'importe quelle loi qui passe, il peut mettre un stop. Donc, une fois que son stop est mis, c'est unanime, il n'y a pas de contestation possible. Donc, le conseil exécutif, justement, on propose les lois, le conseil législatif vote les lois et les deux sont toujours nommés par le gouverneur général. Sauf que la chambre d'assemblée qui vote, qui peut aussi voter les lois, est la seule institution qui est élue. Mais celle-là, les lois qui sont votées ici, donc dans la chambre d'assemblée, peuvent toujours être contestées par le gouverneur général. Donc, voici maintenant à quoi ça ressemble le territoire après l'acte d'union. OK? Donc, le Canada uni, des possessions anglaises, et nous avons évidemment les États-Unis. Comme vous pouvez voir, les États-Unis sont quand même très proches, là. Ils sont dans le territoire presque du Québec et du Nouveau-Brunswick actuel. Mais les choses vont changer, évidemment. Au niveau politique, à quoi ça ressemble? Donc, ici, maintenant, ce modèle-là, en fait, va subsister, là dans le fond, avec l'acte d'union, oublier le fait qu'il y ait deux chambres d'assemblée. C'est comme si on avait juste une seule. Mais, et aussi, donc, il y a un seul conseil exécutif, un seul conseil législatif, etc., etc. Ensuite de ça, ce qui va être assez intéressant, c'est que on avait parlé que il n'y aura plus le gouvernement responsable, en fait, n'avait pas été donné. Mais quelques années plus tard, euh, ici, lorsqu'on abandonne le protectionnisme en 1846, eh ben, en 1848, on va obtenir un gouvernement responsable. Donc, 8 années plus tard, en fait, il va y avoir un changement au niveau du gouvernement. Donc maintenant, la population du Canada uni vote pour la Chambre d'Assemblée, donc les députés, les 42 de chaque Haut et Bas Canada. Et ensuite, le conseil exécutif maintenant n'est plus décidé par le gouverneur général, mais est décidé par la Chambre d'Assemblée. Donc c'est une victoire en termes de la démocratie. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, point important aussi, en fait, en 1846, donc quelques années après l'adoption de l'acte d'union, le Canada va lâcher le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est le fait de se centrer sur l'économie du territoire où est-ce qu'on est et va adopter le libre-échange, donc ouverture des frontières économiques avec d'autres pays. Donc, le Canada, pardon, exporte moins au Royaume-Uni, doit trouver de nouveaux marchés, dont la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et les États-Unis. Donc, les États-Unis vont avoir un traité de réciprocité, une entente commerciale en 1854. Ça, c'est très important parce que ça va déclencher, une fois que ce traité-là va s'arrêter, ça va déclencher l'autre remaniement territorial du Canada. Donc, je descends ici.
Ça, je vous laisse ça lire. Je vous laisse évidemment, vous avez des excellentes vidéos ici aussi pour vous accompagner dans votre apprentissage. Mais moi, je passe tout de suite à juste avant la conférence de Londres et l'acte de l'Amérique du Nord. Donc, je vous ai dit qu'il y avait le traité de réciprocité avec les États-Unis, où il y avait une entente économique. Mais ce qui se passe, c'est que en 1866, donc 12 années après le début de ce traité, les États-Unis vont arrêter le traité, ils vont l'annuler. Pourquoi ils vont l'annuler? Parce que à cette époque-là, aux États-Unis, il y avait la guerre de sécession. Donc la guerre de sécession qui est le conflit entre les États nord des États-Unis, qui était pour la libération d'ailleurs pour la libération de l'esclavagisme, où il y avait Abraham Lincoln, et tu avais les États du sud des États-Unis qui étaient pour l'esclavagisme. Et donc le Royaume-Uni avait supporté les États sudistes, donc les États du sud, durant la guerre de sécession. Évidemment, on sait que ce sont les États du Sud qui ont perdu. Donc, c'est l'État du Nord qui a gagné, les États du Nord. Et pour se venger, en fait, ils ont décidé de punir le Royaume-Uni et donc d'arrêter le traité. Donc, à ce moment-là, le Canada uni doit encore trouver de nouveaux marchés parce que les États-Unis, c'est quand même un gros client. Du coup, eh ben, le Canada uni augmente les échanges avec la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Donc, il faut accélérer l'union fédérale et il faut aussi comprendre que autre chose qui est assez important, c'est que ça, c'est le traité, en fait, la fin du traité, c'est vraiment le dernier clou. Mais avant ça, entre les années 1850 et 1860, donc de 54 à 64, on a 10 gouvernements qui se succèdent en 10 ans au Canada. Quand tu as 10 gouvernements, là, quand tu as un nouveau gouvernement par année, là, imaginez maintenant, là, un premier ministre a le mandat pendant 4 ans. Si tu as 10 gouvernements pendant 10 ans, ça veut dire que ça ne va pas bien. Donc, il y a une instabilité politique. En plus de ça, les États-Unis, justement, à cette époque-là, ils veulent annexer des territoires. Donc, ils veulent venir, puis ils se disent, hey, on a du territoire ici, pourquoi pas le prendre, vu qu'en plus, c'est instable au Canada. Donc, il faut accélérer les choses. C'est là que, donc, seulement 27 ans, donc, seulement 27 ans, 27 années après l'acte d'union, en 1840, on se retrouve avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, l'acte de l'Amérique du Nord du britannique va d'abord créer un nouveau pays qui s'appelle le Dominion du Canada. Le Dominion, ça veut dire que le Canada n'est plus considéré comme une colonie en tant que telle, mais reste sous la supervision du territoire britannique. Donc, vu que ce n'est plus considéré comme étant une colonie, elle va avoir son propre gouvernement au Canada. Donc, tu as, le Royaume-Uni qui va toujours gérer de l'extérieur. Et par exemple, le Canada va pour la première fois créer sa propre constitution, mais elle doit être approuvée par le Royaume-Uni. Mais quand même, c'est un avancement. Et donc, les 4 premières provinces qui vont se rejoindre à ce nouveau Canada sont le Québec, Ontario, l'île du Prince-Édouard. Ah non, excusez-moi. Le Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Donc, ça, c'est les 4 provinces fondatrices, on va dire, du Canada. Les autres territoires, comme Terre-Neuve et Labrador, vont en fait rester comme étant des colonies. Vous voyez ici les dates, c'est les dates auxquelles chacun des provinces et des colonies vont se rejoindre, dans le fond, à ce Canada. Au niveau politique, maintenant, on va avoir 2 paliers de gouvernement. Donc, on va créer le système, parce qu'auparavant, ça n'existait pas. On va créer maintenant un système de gouvernement provincial. Donc, chaque province se gère. Et on va créer aussi le gouvernement fédéral. Donc, toutes les provinces doivent se rejoindre pour le gouvernement fédéral. C'est là aussi qu'on aura le partage de compétences tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, tout ce qui est
éducation, santé, richesse naturelle, ça c'est les provinces, comme on sait. Et au niveau du fédéral, c'est l'armée, la poste, droit civil, droit criminel, etc. Donc, le gouvernement fédéral a aussi les pouvoirs résiduaires. Les pouvoirs résiduaires, ça veut dire en fait tout ce qui y aura de nouveau à partir de la date de 1867 va appartenir au gouvernement fédéral. Je vous donne un exemple. Les télécommunications, Internet, les transports en avion, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de Air Québec, on n'a pas je veux dire, on a par exemple Vidéotron, mais Vidéotron doit avoir l'appui, doit avoir l'approbation de la CRTC, donc qui est une commission canadienne, etc. Donc, toutes les nouvelles technologies vont aller du ressort du fédéral. Et le pouvoir de désaveu, en fait, c'est que euh, le premier ministre fédéral, donc le premier ministre du Canada, a un droit de veto sur des lois provinciales ou fédérales qui vont passer. Donc, un petit peu comme le gouverneur général, dans un sens, il peut mettre un stop. Et maintenant aussi, en ce qui concerne le vote, le vote va être représentatif proportionnellement. Donc, selon les chambres d'assemblée, etc., seront représentées proportionnellement selon le nombre de la population. Ça, c'est assez important. Donc, en résumé, donc avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique, on a la création d'un nouveau pays, le Dominion du Canada. Donc, le Canada n'est plus une colonie, elle se gère à l'interne, mais dès que c'est les relations extérieures, l'armée, tout ça, ça reste l'Empire britannique qui s'en occupe. Il y a deux paliers de gouvernement, donc provincial, fédéral. Partage des compétences, plus le fait que le gouvernement fédéral a des pouvoirs résiduaires, donc les pouvoirs qui s'en viennent à l'avenir, ça reste du ressort du fédéral. Et le pouvoir de désaveu, hein, c'est comme je vous ai dit, c'est un petit peu un droit de veto, un peu, pour le Premier ministre. Donc, cette partie-là, je la passe. Je vous laisse vous abreuver de cette culture. Maintenant, on va passer à ici. Donc, en 1867, donc, quand il y a le AANB, c'est le premier gouvernement fédéral, c'est une monarchie constitutionnelle. Donc, le chef de l'État canadien, ça reste la reine. Mais le chef du gouvernement, donc, c'est le premier ministre. Ça, c'est le palier fédéral. C'est du côté fédéral, c'est le premier ministre qui va être à l'époque MacDonald. Donc, le premier ministre du Canada, c'est MacDonald. Et la priorité de MacDonald, ça va être d'étendre le territoire du Canada. Donc, il va acheter les territoires de l'Ouest et le territoire du Nord-Ouest à la fin des années 70 et il va construire le fameux chemin de fer transcontinental. Donc, on va sortir ici, chemin de fer transcontinental Canada. J'essaie de trouver une bonne image là, qui pourrait bien faire ressortir de quoi je parle. Hum, on va voir peut-être ici, si elle a... Ben, écoutez, il faut que vous compreniez que ce chemin-là de fer transcontinental, le but, c'est de traverser le Canada de l'Est vers l'Ouest, donc se rendre le plus loin possible dans l'Ouest afin de pouvoir asseoir la dominance du Canada sur les territoires qui sont encore assez peu habités, sauf par les Autochtones, évidemment. Ah, voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée. Donc ça reprend bien. Ça reprend bien justement, donc le McDonald's va acheter les territoires du Nord-Ouest. Comme vous pouvez voir, c'est assez énorme. Et il va construire son chemin de fer. Donc celle-là, je vous la laisse la retrouver. Et évidemment, c'est pas inhabité ce territoire-là. Donc, on aura le premier soulèvement des Métis
ce qu'on appelle la rébellion de la rivière Rouge, et ce qui va amener à la création du Manitoba au fur et à mesure, dans le fond, d'une certaine entente. Donc, c'est qui? C'est le gouvernement fédéral, donc McDonald versus les Métis et Louis Riel. Puis le fédéral veut les terres des Métis, les Métis veulent défendre leurs droits. Donc, il va y avoir des prises de certains forts où est-ce que Louis Riel va s'installer provisoirement et faire un gouvernement. Il y aura des résistances armées suivies de négociations. Et donc, les conséquences, eh ben, c'est que McDonald va accepter certaines demandes, il va créer le Manitoba. Et ensuite, ben, en fait, il y aura la mort de Thomas Scott, qui était un militant assez important, un chef, si je ne me trompe pas. Donc, les impérialistes ontariens outrés, il y aura de la pression, puis les Métis seront forcés de fuir vers l'ouest, puis Louis Riel devra partir. Donc ça, comme je vous dis, je ne vais pas rentrer très, très en détail. Je vous laisse vous renseigner. Il va y avoir ces vidéos-là, je vous garantis, ça va vous aider. Donc, tout ce qui est par rapport ici, donc le premier soulèvement des Métis, sur les Premières Nations du Dominion, etc. Ça, je vous laisse vous abreuver de connaissances. On passe tout de suite à un autre élément assez important entre 1871 et mai jusqu'en 1921. Donc, les traités numérotés de 1 à 11 et la loi sur les Indiens. Donc, la loi sur les Indiens, c'est super important. Donc, en fait, pour le gouvernement fédéral, ça va être une question de prendre en possession les territoires autochtones. Pour les Autochtones, eux, ils vont perdre évidemment, et les Autochtones, malheureusement, sont toujours perdants pour la majorité du temps. Et les Autochtones, en fait, on va mettre en place les réserves, puis on va les mettre sous tutelle. Ils seront plus considérés, ils vont perdre un petit peu des droits. On va les sédentariser, plus vouloir les assimiler et les rendre dépendants du système canadien. Donc, on instaure déjà en 1872 la loi sur les terres fédérales qui va venir encourager la colonisation dans l'Ouest. Donc, probablement, c'était justement à des bons prix qu'on pouvait se prendre. En 1873, on a l'entrée de l'île du Prince-Édouard dans le Dominion du Canada. Donc, si je remonte ici, 1873, l'île du Prince-Édouard. Donc, ici, ce petit territoire-là va rentrer dans le Dominion du Canada. Un petit espace ici, là. Va rentrer dans le Dominion du Canada. Et donc, McDonald va démissionner. On aura le gouvernement libéral de Mackenzie de 1874 à 1878 suite au scandale du Pacifique qui va amener des difficultés économiques. En fait, il y aura une crise économique. Donc, chute du prix du blé, chute du prix du bois. On n'oublie pas que dans ces années-là, 1850, c'est le début de la révolution industrielle, donc on commence à découvrir le moteur à vapeur. Donc évidemment, ça change beaucoup. Puis il faut comprendre aussi que les États-Unis, ils sont beaucoup plus peuplés, ils sont déjà très, très avancés. Et donc, il y aura des produits américains dans le marché canadien. Évidemment, vu que les Américains produisent plus parce qu'ils sont plus nombreux et qu'ils ont une industrie plus développée, ça fait en sorte que leurs produits coûtent moins cher. Pourquoi acheter moins cher? On n'est pas encore en mode écologie où est-ce qu'on veut acheter local. Si ça coûte moins cher, on achète moins cher. Donc, les produits américains vont prendre le dessus sur le marché canadien. Et ça nuit au développement économique du Canada parce qu'évidemment, ben, la majorité de l'argent s'en va aux États-Unis. OK? Donc, Mackenzie, il est là 4 ans, puis il s'en va. Donc, McDonald va revenir au pouvoir. Va revenir au pouvoir, il va proposer dans le fond une politique un petit peu plus protectionniste. Donc, on va refermer les frontières, on monte les tarifs douaniers, donc on augmente les taxes sur les produits américains et étrangers, ce qui va pousser les gens à consommer des produits canadiens. La construction du chemin de fer, justement, transcontinental, ça va faire en sorte d'encourager les gens, ça va créer des emplois, ça va faire en sorte d'encourager les gens à aller dans l'Ouest. Et on va aussi, dans le fond, procéder à de l'immigration. Donc, c'est comme un cercle vertueux
qui va faire en sorte qu'on augmente la population, on augmente le nombre de consommateurs. Avec le chemin de fer, ben, on encourage l'exploitation, puis le développement économique. Et en plus de ça, on monte les tarifs douaniers des produits étrangers, donc on encourage l'économie canadienne. Tout ce qui est second soulèvement des métis, tout ça, je vous laisse lire dessus. Moi, je continue. On va arriver maintenant. La Première Guerre mondiale. Ça, c'est assez intéressant, évidemment. Donc, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est assez importante dans l'histoire, évidemment. Première Guerre mondiale, je ne vais pas rentrer en détail sur qu'est-ce qui a causé la Première Guerre mondiale. On peut résumer ça à le fait que c'est un assassinat de l'archiduc François Ferdinand, donc c'est l'archiduc du royaume austro-hongrois. Et en fait, c'est parce que lui, il a été assassiné par une certaine population. Après, il va y avoir un jeu d'alliance. Les gens vont se déclarer la guerre parce qu'ils sont alliés à tel royaume, tel territoire, et ça va créer la Première Guerre mondiale. Gros résumé en quelques secondes. Mais en fait, il faut comprendre que au niveau du Canada, en fait, le Canada ne déclare pas la guerre. Le Canada ne déclare pas la guerre, c'est le Royaume-Uni qui déclare la guerre et le Canada est comme obligé d'y aller. Pourquoi? Parce que justement, le Canada est un dominion au sein de l'Empire britannique, il n'a pas son indépendance internationale. Donc, les Canadiens sont mobilisés dans l'effort de guerre, on fait du recrutement, puis on envoie des soldats au front, etc., dans l'industrie, dans le travail, les usines, et le Canada va quand même très bien contribuer par rapport à la victoire de la Triple Entente. Donc, c'est la Triple Entente versus la Triple Alliance. Avec cette victoire-là, en fait, le Canada va vouloir, évidemment, il va avoir un mouvement déjà de souveraineté. Après la Première Guerre mondiale, beaucoup de pays vont vouloir se libérer de leurs colonisateurs. Et déjà, il y aura une première part de reconnaissance, c'est-à-dire que le Canada va signer le traité de Versailles, même s'ils font partie du Royaume-Uni, en tant que nation indépendante. En plus, elle aura un siège à la Société des Nations. Et ça finira, tout ça va culminer au statut de Westminster. Donc, le statut de Westminster en 1931 va venir dire que le Royaume-Uni n'a plus le contrôle au niveau international sur les politiques internationales du Canada. Donc, la Première Guerre mondiale, le Canada ne déclare pas la guerre, elle suit le Royaume-Uni. La Deuxième Guerre mondiale, c'est le Canada qui va déclarer la guerre pour eux-mêmes, donc qui vont décider pour eux-mêmes d'y aller. Voici donc la petite subtilité que ramène le statut de Westminster. Est-ce que ça veut dire que le Canada est encore entièrement indépendant du Royaume-Uni? Non, vous le savez très bien. Il y a le fameux rapatriement de la Constitution qu'on va voir plus tard, probablement dans la dernière vidéo. Oh, je suis à la page 13 déjà. Ok, ben écoutez, on va s'arrêter là. Ça, c'est déjà la première vidéo. Donc, on va faire une petite récapitulative. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir en fait de ces informations? Donc, excusez-moi, j'ai reçu un truc important. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que de 1, en ce qui concerne l'acte d'union, c'est une union législative entre le Haut et le Bas Canada, dont le but va être de renforcer l'économie et aussi d'assimiler les Français en rajoutant la population du Bas-Canada. Ensuite de ça, l'acte de l'Amérique du Nord britannique va venir créer un Canada tel qu'on le connaît. Donc, on va avoir maintenant une représentation au niveau de la loi, une représentation juridique qui va être proportionnelle à la population. On va avoir la création des 2 paliers de pouvoir, donc le fédéral, le provincial.
avec ce qui inclut donc les pouvoirs résiduaires, qui sont les pouvoirs qui seront réservés dans le fond. Tout ce qui est nouvelle technologie qui sera découvert sera au fédéral. Donc, je vous avais donné l'exemple, la poste, l'aviation, la téléphonie, l'Internet, tout ça. Et aussi, donc, le pouvoir de désaveu, ça veut dire que c'est comme un peu un droit de veto. Un droit de veto que le Premier ministre a comme pouvoir. Ensuite, on va avoir l'expansion du Canada, donc le désir du Canada de s'agrandir pour éviter justement de perdre ces territoires-là aux États-Unis, au profit des États-Unis, pardon. Et donc, ce désir d'expansion va aller vers l'ouest, évidemment, puisqu'on voit ici que l'Est était déjà quand même assez établi. Donc, c'est vers l'ouest. On aura la création du Manitoba en 1870. Puis en 73, on va avoir la petite île du Prince-Édouard qui se rejoint au Dominion du Canada. Pourquoi ça s'appelle le Dominion? Parce que le Canada peut se gérer à l'interne, mais ne s'occupe pas de tout ce qui est relations internationales. Ça reste toujours le Royaume-Uni. OK. Ensuite, donc, c'est le chef du Canada, ça je viens de le dire. Donc, les priorités de McDonald's, c'est justement de s'étendre dans l'Ouest. On va avoir aussi, dans le fond, avec notre cher... Excusez-moi, attendez juste une petite seconde. Pardon. Donc, voilà, ici, on aura des différents traités en ce qui concerne de certaines lois pour les Autochtones et la fameuse loi sur les Indiens en 1876 qui va vraiment euh, mettre plusieurs choses au point par rapport aux Autochtones, notamment la création des réserves et la création des pensionnats autochtones qui vont causer beaucoup de dommages pour les Autochtones et donc les lois sur les terres fédérales qui vont encourager la colonisation de l'Ouest. Donc, on va s'arrêter là. J'avais promis de ne pas faire des vidéos trop longues. Encore une fois, mes vidéos sont là pour vous accompagner, ne sont pas là pour vous donner les clés nécessairement. C'est pas en regardant seulement mes vidéos que vous allez pouvoir prendre le tout, et c'est fait exprès. Comme je vous ai dit, j'ai tenté de faire toutes les pages une par une. Ça a vraiment, ça alourdit le contenu. Vous avez ici toutes les ressources qu'il vous faut. Donc, je vous conseille fortement peut-être d'utiliser le moment où je n'ai pas vu en fait pour aller voir les vidéos ici. Je suis sûr que ça va être d'une très bonne utilité. Évidemment, c'est la première fois que je fais ça. Donc, ce n'est pas nécessairement parfait. Ça va progresser au fur et à mesure des vidéos. C'est sûr, on ne peut pas faire une job parfaite du premier coup, un travail parfait, pardon. Et voilà, on s'essaye. En espérant que ça vous soit utile, n'hésitez pas à me répondre par des commentaires sous ma publication Classroom si vous voulez voir des améliorations ou quoi que ce soit. Je suis à votre écoute. Sur ce, merci beaucoup pour votre temps. Arrêtez le partage. Prenez soin de vous et passez une excellente journée.